Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fondamental, les cités grecques. L'objectif est simple, vous donner toutes les clés, les auteurs, les dates et les événements essentiels à maîtriser. C'est parti. Alors, voici notre programme en 4 temps. D'abord, on va définir précisément ce qu'est une cité. Ensuite, on verra comment tout ça est né. Puis, on se penchera sur les conflits qui ont forgé et diffusé ce modèle. Et enfin, on regardera ce qui nous en reste aujourd'hui. Allez, on attaque la première partie. La question de base, qu'est-ce que c'est au juste une cité grecque? On va décortiquer ensemble cette fameuse polis, la cellule de base de tout le monde grec. Imaginez un peu le tableau. Entre 800 et 300 avant notre ère, il y avait près de 1500 de ces cités. Chacune était indépendante, mais elle partageait un ADN commun. C'était une petite communauté, souvent fortifiée et près de la mer. Ce qui les liait, des cultes communs. Qui dirigeait? Les citoyens. Et le territoire, c'était la ville et sa campagne environnante. Le tout, et c'est crucial, était régi par des lois écrites. Voilà, ça, c'est la définition de base à avoir absolument en tête. Et pour bien comprendre ce qu'est une police, un bon réflexe, c'est de regarder ce qu'elle n'est pas, l'ethnos. L'ethnos, c'est un autre modèle, on n'est plus dans une ville fortifiée, mais dans des groupes de villages, souvent dans les montagnes. L'économie est basée sur l'élevage, la vie est pastorale, et le pillage est une activité courante. C'est vraiment une distinction essentielle à comprendre. D'ailleurs, la géographie nous montre ça très clairement. Regardez la carte. Le modèle de la cité, la police, domine complètement les côtes et les îles de la mer Égée. L'ethnos, lui, est dans les terres, dans les zones plus montagneuses. Le paysage a donc directement façonné ces deux types de sociétés. Bon, maintenant qu'on a bien défini la cité, on passe à la deuxième partie. On va voir comment ce modèle a pu naître, comment il a émergé d'une période de transformation vraiment radicale. Il faut s'imaginer qu'on sort de ce qu'on appelle les âges obscurs. 3 siècles de quasi-silence où l'écriture avait tout simplement disparu. Et puis, au 8e siècle avant notre ère, c'est le grand réveil. C'est le début de l'époque archaïque, une vraie renaissance pour la culture grecque. La chronologie est vraiment clé ici. Cette renaissance du 8e siècle, on la voit d'abord dans l'art. Cette poterie, par exemple, avec son style dit géométrique, elle est typique de cette époque. Ces motifs, cette organisation, ça montre une nouvelle créativité, une nouvelle façon de voir le monde, bien plus complexe qu'avant. Mais la révolution la plus importante, le vrai tournant, c'est la renaissance de l'écriture. Les Grecs ne l'inventent pas de zéro, non. Ils adaptent l'alphabet des Phéniciens à leur propre langue. Et ils ajoutent une innovation de génie, les voyelles. Ça rend l'écriture bien plus précise et ça va absolument tout changer. Et pourquoi c'est si important? Parce que ce nouvel alphabet permet de mettre par écrit, de fixer des œuvres monumentales. C'est à ce moment-là qu'on compose l'Iliade et l'Odyssée, les 2 grandes épopées attribuées à Homère. Ce ne sont pas juste des histoires. Ces textes vont devenir la base de l'éducation, le ciment de l'identité de tous les Grecs. Un auteur et des œuvres incontournables. On passe à notre 3e partie. Maintenant que le modèle de la cité est bien en place, il va être confronté à de grands conflits, des épreuves qui vont le définir, le renforcer et, finalement, le diffuser dans tout le monde connu. Alors là, 2 dates à graver dans sa mémoire. Moins 490 et moins 480. Ce sont les guerres médiques. C'est un peu David contre Goliath. Les petites cités grecques face à l'immense empire perse. Et, contre toute attente, les Grecs gagnent. Cette victoire, c'est un choc. Et elle va ouvrir une période de confiance incroyable, ce qu'on appelle l'apogée d'Athènes. Et le symbole parfait de cette confiance, de cette puissance, le voilà, c'est le Parthénon, construit sur l'acropole d'Athènes. Ce n'est pas juste un temple magnifique, c'est une démonstration de force politique, de richesse, de génie artistique. C'est Athènes au sommet de sa gloire. Un peu plus d'un siècle passe, et on arrive à un autre tournant majeur. En moins 334, un jeune roi de Macédoine, Alexandre le Grand, se lance dans une aventure folle. La conquête de l'Empire perse. Et cette expédition militaire va, en quelques années, étendre l'influence de la culture grecque jusqu'aux portes de l'Inde. Le problème, c'est qu'Alexandre meurt très jeune, sans héritier clair. Son empire immense est alors partagé entre ses généraux, qu'on appelle les diadoques. Ils vont créer de grands royaumes, et c'est le début de ce qu'on appelle l'époque hellénistique. Une période de brassage culturel intense qui va diffuser le modèle de la cité grecque partout en Orient. Et on arrive à notre dernière partie, qui répond à la question essentielle. Et après? Tout ça, qu'est-ce que ça nous a laissé? Quel est l'impact de ce monde antique sur le nôtre? Pour bien comprendre la fin de cette histoire, il faut retenir une dernière date capitale, moins 31. C'est la bataille navale d'Actium. D'un côté Octave, le futur empereur Auguste. De l'autre, Marc-Antoine et la fameuse reine Cléopâtre. La victoire d'Octave marque la fin du dernier grand royaume hellénistique. Le monde grec passe alors sous la domination de Rome.
Mais attention, la fin de l'indépendance politique, ce n'est pas la fin de l'influence culturelle, bien au contraire. L'héritage de la Grèce antique est colossal et il est partout autour de nous. Notre alphabet, la monnaie, notre modèle de la ville, la pensée rationnelle, la science, nos idées politiques comme la démocratie, mais aussi le sport, le théâtre, l'architecture, bref, la liste est vertigineuse. Et cet héritage, il a été sans cesse redécouvert, réutilisé. C'est ce qu'on appelle la récupération de l'Antiquité. Regardez, c'est un exemple parfait. À gauche, le Parthénon, à droite, le Valhalla, un monument construit en Allemagne au XIXe siècle. La ressemblance est frappante. C'est parce que les architectes allemands ont volontairement copié le temple grec pour incarner leurs propres idéaux de nation. Ce dialogue permanent avec le passé nous amène à une question fondamentale, bien au-delà de la préparation d'un examen. Pourquoi est-ce qu'on étudie encore ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire sur nous-mêmes? L'historien allemand Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff a eu cette formule absolument géniale. Les anciens sont des fantômes que l'on fait revivre en leur donnant de notre sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'étudier l'histoire, ce n'est pas juste apprendre des faits par cœur. C'est un acte vivant. C'est injecter nos propres questions, nos propres angoisses dans le passé pour, au final, essayer de mieux nous comprendre, nous, ici et maintenant. Une pensée à méditer.